Vous suivez la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise, émettant de Kisangani dans son émission Vie et Société. Vie et Société pour ce dimanche, nous recevons dans ce studio M. Senga, il est activiste des droits humains et nous parlons d'un sujet très important, c'est la province de la Tchopo face à l'insécurité. À la technique, nous travaillons avec Papi ici, à le micro de Julie Lossilo. Merci Papi, merci Monsieur, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons dans ces studios parce qu'actuellement la province de la Tchopo est confrontée à plusieurs défis sécuritaires, conflits communautaires entre Mbol et l'Angola, et il y a banditisme main armée, ainsi de suite. Alors, vous êtes appelé aujourd'hui comme expert, non plus comme invité. Donc, c'est-à-dire les auditeurs de l'émission Vie et Société ont besoin de votre expertise. Et de ça aussi, par rapport à la quintessence du sujet, comment vous voyez le sujet? C'est un sujet important qui répond à l'actualité. C'est les problèmes qui se vivent à Kisangani maintenant. À Kisangani, il y a une insécurité. Les personnes vivent plus paisiblement. Il y a des attaques nocturnes, il y a des incursions, c'est-à-dire des personnes qui s'introduisent dans les domiciles, les résidences des particuliers, et qui les attaquent, qui les menacent de mort, qui les ravissent des biens. Et de l'autre côté de Lubunga, la commune de Lubunga, c'est une des 6 communes de la province de la ville de Kisangani. Il sévit également un conflit terrible à caractère communautaire entre les Mbol et les Angola. Et ça a touché le territoire d'Opala et une partie d'Ubundu, le territoire d'Ubundu. Voilà. Voilà, ce conflit, comment les auditeurs peuvent comprendre pas les termes, parce qu'il y a des termes ici, conflit, hein, donc si nous pouvons dire le terme sécurité, il y a insécurité et il y a les droits humains. Nous savons pourquoi, parce que le terme droits humains ne reflète pas, ça ne sonne pas dans le sujet, mais nous saurons comment nous allons décortiquer cela. Alors, donc, sécurité c'est quoi? Insécurité c'est quoi? Et droits humains? La sécurité, c'est lorsque la vie des personnes et de leurs biens est garantie. Lorsque la population vit dans la paix, lorsqu'il n'y a pas de violence. C'est ce qu'on appelle la sécurité. Donc la sécurité se confond un peu avec la paix. Puisque quand on parle de sécurité, c'est-à-dire la population est sécurisée, c'est qu'elle vit dans la paix. Et quand on vit dans la paix, c'est qu'il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de gens qui peuvent vous attaquer de n'importe quelle manière. Si vous devez être arrêté, c'est par les services attitrés, la police ou la justice. Donc à ce moment-là, ce sont ces services, et pour des raisons bien déterminées. Donc la sécurité, c'est lorsqu'il y a la paix. Lorsqu'il y a la paix, il y a la tranquillité, les gens vaquent librement à leurs occupations, les gens dorment librement, puisqu'il y a des services qui les gardent. Alors, l'insécurité, maintenant, c'est l'absence de la paix. C'est lorsque on ne peut plus circuler librement. Il n'y a plus de quiétude, il n'y a plus de tranquillité. À tout moment, vous pouvez être agressé. À tout moment, vous pouvez être attaqué. À tout moment, on peut vous ravir vos biens. C'est l'état dans lequel il n'existe plus d'ordre. Il n'existe plus de paix. C'est ça qu'on appelle l'insécurité. C'est l'absence de la paix, l'absence de l'ordre. On devient dans une société anarchique, c'est-à-dire où la loi du plus fort est la meilleure. Et la loi du plus fort, c'est-à-dire quelqu'un peut vous ravir. On vit maintenant, on dirait dans une société des bandes organisées, des gangs. C'est-à-dire le plus fort peut faire ce qu'il veut. Alors les faibles ne sont plus protégés. Quand on vit dans un état où il y a la sécurité, c'est lorsque l'État essaie de réglementer. Les gens vivent dans la paix, ils se côtoient. Mais l'insécurité maintenant, c'est un état de peur, un état de terreur, où règne la violence et où il y a des gens qui peuvent... Il n'y a pas que les services de l'État. Même les citoyens, un citoyen qui est plus fort peut avoir, on dirait, sa milice, son groupe armé, et il attaque les autres. Ou même les citoyens qui est plus proche de vous, votre voisin. S'il est plus fort que vous, il peut vous arracher tout.
y compris vous arracher votre femme, vos enfants. Je donne ça d'une manière caricaturale pour donner une idée. D'un État où il n'y a pas de sécurité, là où il n'y a pas la paix, là où il y a l'insécurité, oui. C'est que l'ordre public là est perturbé. Il n'y a plus de respect de l'ordre public. Il n'y a plus de respect de la vie privée. Même la vie privée n'est plus sacrée. Là où il y a la sécurité, l'ordre public règne. Là où il y a la sécurité, la vie privée est respectée. Quelqu'un ne peut pas venir chez vous, quand vous dormez, venir vous créer des problèmes. Mais là où il y a l'insécurité, quelqu'un peut même venir, vous avez fermé déjà votre porte, comme il est plus fort que vous, il détruit la porte. Et vous osez faire la résistance, il vous bat. Et quand il vous tape, il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. C'est-à-dire l'ordre public n'existe plus. Dans nos émissions ici, nous avons connu une émission qui s'appelait Sécurité alimentaire. Il y a également, si nous pouvons dire également, insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire, c'est qu'on ne se nourrit plus comme il faut. C'est un état de la faim, où règne la faim. C'est-à-dire les gens sont affamés. Les gens sont dans un état où ils ne peuvent plus manger à leur faim. Donc ils ne se rassasient plus. Ils restent toujours dans une situation de précarité alimentaire. C'est-à-dire l'insécurité alimentaire, c'est que les gens ne sont plus capables de se nourrir. Se nourrir est devenu un problème. Et dans l'état de l'insécurité, la sécurité alimentaire est aussi attachée. C'est-à-dire la sécurité alimentaire n'existe pas. Parce que vous voulez manger à votre faim, quelqu'un d'autre peut venir vous ravir même ce que vous mangez. C'est un état de désordre. Un état de désordre. Si nous pouvons dire cela. Alors allons directement aux droits humains. Un état de violence. Donc, les droits humains, c'est là où, quand on parle de droits humains, c'est-à-dire le droit inhérent à la personne humaine, la vie est protégée. Quand on parle de droits humains, le premier des droits humains, c'est la vie. Il faut préserver la vie. Et sans la vie, il n'y a pas d'homme. C'est les droits qui sont reconnus à chaque personne humaine, en raison de sa nature humaine. C'est-à-dire, c'est le droit que possède chaque personne humaine. Chaque personne humaine a ses droits. Et le premier des droits, c'est la vie. Il faut protéger la vie. Quelqu'un donc ne peut pas venir tuer un autre comme ça. Donc, on doit protéger la vie, on doit vous permettre, on doit vous laisser libre, mais la liberté, on sait très bien que ça a des limites. Alors quand on parle d'un État qui respecte les droits humains, là où il y a les droits humains, c'est-à-dire aussi là où il y a la sécurité, et là où la personne humaine, la dignité de la personne humaine est respectée. Voilà. Et la vie de la personne humaine dans sa globalité. C'est-à-dire depuis sa naissance jusqu'à sa mort, sa vie est respectée. Sa vie est respectée. Oui, c'est le premier des droits. Si vous n'avez pas droit à la vie, donc vous n'aurez pas d'autres droits. Il faut d'abord que vous soyez en vie. C'est le premier des droits. Premier des droits. C'est le droit à la vie. Donc droit à la vie. Donc les droits de faire avec l'existence. À l'existence humaine. C'est lié à l'existence humaine, pas n'importe laquelle, dans l'existence humaine. Il faut que vous puissiez bien vivre. C'est-à-dire vos droits à la vie, vous avez dans le droit à la vie, entre tous les autres droits là, tous les autres droits que vous connaissez viennent se greffer sur le droit à la vie, à l'existence. L'homme doit vivre. Alors comment il doit vivre? Il doit bien vivre. Il doit avoir le droit à la santé, il doit avoir le droit à se nourrir, il doit avoir le droit à se mouvoir, à se déplacer, sans crainte qu'on peut venir la tuer. Tous les autres droits là viennent se greffer. Si vous n'avez pas de droit à la vie, si les autres droits ne viendront pas. Nécessairement. Alors, M. Senga, si nous pouvons le dire, vous êtes activiste des droits humains. C'est pour cela que nous vous avions posé cette question concernant les droits humains. Et présentement, par rapport au conflit communautaire dans la province de la Chopo entre le peuple Mbole et l'Angola, quel serait l'avenir de la commune Lubunga actuellement? Ou bien comment vous voyez l'avenir de la commune Lubunga? L'avenir de la commune Lubunga risque d'être mauvais si à l'heure actuelle l'État congolais, tous les autres habitants de Lubunga et d'ailleurs ne font pas plus d'efforts pour remettre la paix. Puisque à Lubunga actuellement il règne une terreur, il règne une violence, il règne un état de désordre, on ne sait pas qui fait quoi.
Donc vous pouvez vous réveiller le matin comme ça et on vous arrache la vie. On vient vous tuer, vous et votre femme. Vous pouvez vous réveiller comme ça le matin, on dit qu'il y a une attaque qui va venir quelque part et vous vous mettez à fuir. C'est comme ça que Lubunga aujourd'hui, près de 70% des personnes qui habitent Lubunga ont fui Lubunga. À cause de cette violence-là qui règne entre deux communautés, les Bambole et les Balengola, qui sont deux communautés qui ont toujours vécu ensemble dans la paix, sans problème, depuis des années. Il ne manque pas de petits problèmes entre les personnes, mais ça n'a jamais créé, et ça se crée automatiquement, ça se résout par les dialogues, par nos coutumes et us, on connaît comment on dialogue chez nous, mais cette fois-ci, ça a dépassé toutes les limites. Alors ce qui fait que les gens ont peur de la mort à Lubunga. Lubunga est devenu aujourd'hui la terre où on tue facilement, et n'importe qui peut tuer n'importe qui. Donc c'est l'état de désordre, comme je vous ai dit, un désordre indescriptible à Lubunga. Il y a des communautés qui s'affrontent, il y a d'autres, des bandits qui viennent se greffer dans ce qui se passe, alors ils créent un désordre et les gens ont fui Lubunga, à peu près 60 ou 70% de la population de Lubunga est devenue aujourd'hui ce qu'on appelle une population déplacée. C'est-à-dire qui a quitté son milieu de vie et qui ont quitté donc concrètement Lubunga pour aller se réfugier dans d'autres communes comme commune Kisangani, comme commune Makiso. Donc là où nous voyons les sites, les cas de déplacés. Nous de Kisangani, nous voyons les cas de déplacés très loin, au nord Kivu. Quand les réfugiés là venaient, les réfugiés rwandais, on nous disait qu'il y avait des cas à Tingitingi et ailleurs. Mais aujourd'hui, on voit nos propres frères de Lubunga avec lesquels nous sommes dans la même ville, mais qui quittent leur coin, qui quittent leur commune pour se réfugier ailleurs. Donc voilà un peu Lubunga. Donc si on ne fait pas attention, qu'est-ce qui va à l'avenir? À l'avenir, les gens vont déserter Lubunga, ils vont fuir Lubunga. Lubunga ne sera plus habité. Donc Lubunga risque de disparaître comme commune. Voilà. Alors ça c'est un, deux. Les populations qui sont à Lubunga risquent aussi de mourir en grande quantité, en grand nombre. Oui, ils risquent de mourir, puisqu'ils ne sont plus protégés. Il n'y a personne qui les protège contre les agressions qui viennent de plusieurs personnes. Alors là, il faut vraiment qu'on fasse tout, l'État congolais en particulier, et les populations qui habitent puissent renoncer à la violence pour que la paix revienne et que Lubunga soit une commune vivable. Voilà. Puisque aujourd'hui, les conséquences de Lubunga, nous sommes en train de les vivre. Nous le vivons. Le gobelet de riz est déjà passé à 2000. Le feu de manioc que nous achetions à 300, 500 francs congolais, à Kisangani, maintenant c'est dans les 2000. Une botte de feu de manioc. Voilà. Voilà. Est-ce que par rapport aux crimes qui se commettent maintenant au niveau de la commune de Lubunga, est-ce que cela pourrait également relever des crimes au niveau international? Absolument. Donc les crimes qui se commettent... Nous avions évoqué ces termes dans nos émissions précédentes là. Oui, les crimes qui se commettent à Lubunga, ça s'appelle d'abord, il y a les infractions ordinaires. Les vols, les meurtres, le fait de tuer les gens, les tueries qui se passent là, sont des meurtres. Et il y a aussi des viols. On viole les femmes, on viole les enfants. Il y a aussi des coups et blessures, on vient taper. Ça, ce sont des infractions ordinaires. Mais ce qu'on appelle en droit les infractions ordinaires. Il y a aussi les infractions à caractère spécial. Viol également, c'est ordinaire. Viol est à la fois ordinaire et exceptionnel. Ça dépend des circonstances dans lesquelles le viol se fait. Si le viol se commet dans un cas de conflit armé, ça peut être à la fois une infraction ordinaire. Dans le cas de conflit armé, ça peut devenir un crime de guerre. Le viol est aussi constitutif de crimes de guerre. Le viol peut devenir aussi ce qu'on appelle crime contre l'humanité. Dans les crimes contre l'humanité, il y a le viol. Le crime contre l'humanité peut se commettre en temps de paix comme en temps de guerre. Et les crimes contre l'humanité peuvent se commettre aussi bien par les combattants, c'est-à-dire les militaires, comme les non-combattants, même un civil peut commettre ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité. Ce qui se fait d'abord à Lubunga, je voulais dire deux choses. Un, c'est les crimes, donc les infractions ordinaires. Deux, ça peut être aussi des infractions dans une circonstance spéciale. Pourquoi?
Puisqu'on parle là-bas à Lubunga des conflits ethniques entre les Mbole et les Lengola. Bon, si dans ces conflits ethniques-là, il y a des attaques qui sont menées par un groupe bien organisé des Bambole, ils se structurent, ou des Longola, ils se structurent, ils s'organisent en un mouvement pour attaquer les autres, pour créer quoi? Ce qu'on appelle en droit une attaque généralisée contre une population civile. Quand c'est une attaque généralisée contre une population civile, ça devient ce qu'on appelle crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité peut être commis par l'État ou par une organisation. L'organisation peut être une organisation militaire, peut être une organisation civile, bien structurée, qui maintenant s'organise pour attaquer. Or, ce qui s'est fait à Lubunga, les deux communautés là, il y a quand même des mouvements, des gens qui s'organisent pour attaquer les autres. Ces mouvements-là, ça peut donc s'est transformé déjà en crime contre l'humanité en ce qui concerne les attaques généralisées lancées contre une population civile par un groupe organisé. C'est crime contre l'humanité. Et les crimes contre l'humanité, ici chez nous au Congo, il y a les juridictions militaires, les tribunaux militaires qui peuvent les poursuivre, comme aussi les cours d'appel. Les cours d'appel sont devenus compétentes pour poursuivre les crimes commis par des civils ou des militaires dans les contextes soit d'un conflit armé, crime de guerre, soit d'un conflit qui n'implique pas l'armée, qui implique une autre organisation. Ça peut être crime contre l'humanité. Mais enfin aussi, il y a les cas de Lubunga intéressent aussi les génocides. Qu'est-ce qu'on appelle le génocide? Génocide, c'est un crime quelconque, un ensemble d'actes quelconques dans l'intention de détruire tout ou en partie. On peut détruire tout ou en partie un groupe ethnique, un groupe national. Tendance à exterminer. À exterminer un groupe. Donc, un groupe ethnique, un groupe national, un groupe religieux ou un groupe racial. Dans les cas là de Lubunga, revenons à Lubunga, puisque nous parlons de Lubunga. Un groupe civil qui existe là, ça peut être des Bambole ou des Lengola, qui s'organise avec la mission, on doit tuer tous les Balengola. Tout celui qui est Moulengola ou tout celui qui est Mumbole ne peut plus vivre. Là, vous avez l'intention de détruire tout ou en partie. Et là, vous montez une stratégie déjà. Vous incitez les gens à cette haine ethnique. Vous pouvez être poursuivi pour les crimes de génocide. Les crimes de génocide, il ne faut pas nécessairement qu'il y ait mort d'homme. Même si ça n'a pas entraîné les morts d'homme. Mais vous avez planifié de tuer, d'exterminer tout ou en partie un groupe ethnique, un groupe politique, un groupe racial, un groupe national. Vous pouvez être poursuivi d'auteurs intellectuels de ces crimes de génocide. Même si vous n'êtes pas encore passé à l'action. Ça c'est un. Deux, la doctrine sur les génocides dit aussi ceci. Si vous avez planifié et vous avez organisé l'attaque. Vous avez planifié, vous avez tout fait, mais vous n'avez pas posé l'acte. Non, c'est ce que vous venez de dire. Il y a deux cas. Oui. Le premier cas, vous n'avez pas posé l'acte. Vous n'avez pas posé l'acte. Mais vous avez planifié. Là, vous avez organisé. Poursuivable pour les crimes de génocide. Oui. Vous avez fait même des discours à la radio contre un groupe ethnique. Vous êtes Moulengola, vous dites non, en tout cas, nous on a déjà pensé, il faut exterminer les Bamboles. Nous, ceci, on va planifier, on a déjà planifié. Faire ces discours-là à répétition. Et ça peut avoir un effet sur la population pour dire, bon, ok, on s'organise pour attaquer. Vous serez déjà poursuivi pour les crimes de génocide. Voilà. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, maintenant, vous êtes passé en action. En action. Vous avez passé en action, vous avez posé l'acte. Mais votre acte n'a pas tué 100 personnes. Ça a tué seulement 10 personnes de cette communauté. Vous serez aussi poursuivi pour crimes de génocide. Les génocides, ce que je voulais dire dans le deuxième acte, n'implique pas seulement un grand nombre de morts. Les gens ont toujours pensé, au Rwanda, c'est-à-dire pour qu'on me poursuive des crimes de génocide, il faut avoir tué, par exemple, les membres de la communauté adverse, 500 000, non.
même si vous avez tué 10, mais en tuant 10, votre objectif c'était d'exterminer les tout. Mais vous n'avez pas réussi à exterminer tout. À le faire. Mais vous n'avez tué que 10. Vous serez aussi poursuivi pour les crimes de génocide. Ah bon? Et les génocides, maintenant, les tribunaux congolais sont compétents de juger les génocides. Et les génocides, les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, c'est ce qu'on appelle les crimes internationaux, qui sont aujourd'hui du champ de la compétence de la Cour pénale internationale. Oui. Pas seulement la Cour pénale internationale, même nos tribunaux congolais, les tribunaux militaires qui avaient cette compétence avant, mais depuis 2013, on a donné aussi cette compétence aux tribunaux civils. Donc les cours d'appel peuvent vous poursuivre les procureurs généraux. Les procureurs généraux près de la TIOP peuvent vous poursuivre pour les crimes là de génocide. Donc ça intéresse déjà nos tribunaux, nos magistrats de commencer à faire des enquêtes sur les cas qui se passent à Lubunga, dans les territoires d'Opala et d'Ubundu, dans les cas de ces conflits-là, Mbole, l'Angola. Donc vous voulez dire que ça ne peut pas passer impuni. Ça ne peut pas rester impuni. C'est vrai. Ce sont des crimes. Il faut qu'on étudie. Les procureurs, les autorités judiciaires lancent des enquêtes pour voir dans les cas de ces conflits s'il y a des gens qui ont cette idée d'exterminer. L'intention. Oui. On dit l'intention. On ne dit même pas l'acte. Hein. On ne dit même pas l'acte. L'intention d'exterminer tout ou en partie. Un groupe ethnique, un groupe racial, un groupe national. Mais vous êtes poursuivi pour les crimes de génocide. Voilà, vous en tant qu'activiste des droits humains, quelle est votre contribution à la paix dans un tel conflit? Ok, nous comme société civile, ce que nous faisons, oui, c'est de sensibiliser les gens à cesser la violence. C'est-à-dire à mettre fin, à renoncer à la violence. Donc mettre en place, puisque ce sont des communautés qui s'affrontent, nous leur disons arrêtez de vous affronter, arrêtez la violence, mettez la paix. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que nous faisons, c'est de pouvoir les pousser au dialogue, à négocier. Donc vous avez des revendications. Par exemple, il y en a qui disent, bon, on est venu nous ravir nos terres. Ou on a construit une société sur notre terre et on ne nous a pas donné le droit des communautés locales. Puisque actuellement, dans le cadre de la loi foncière, si une terre agricole, une terre rurale est vendue, donc les communautés autochtones doivent bénéficier quand même de quelque chose. Si ces communautés-là, vous réclamez ça, nous ce qu'on vous dit, allez dialoguer. Arrêtez la violence, puisque la violence, on doit vous poursuivre pour les crimes que vous avez commis. Oui. 2, dialoguer. 3, négocier. Que le peuple de Lubunga, les Bambol et Angola puissent négocier. 4, c'est que nous faisons la documentation des violations et des crimes qui se commettent là. Nous les documentons. Vous le faites déjà. Nous les faisons, nous documentons. C'est-à-dire documenter. Ils ne sont pas informés de oui, cela. Mais on les fait discrètement. On les fait discrètement. Nous sommes en train de documenter ce qui se passe là. La documentation consiste en quoi? La documentation consiste à identifier les auteurs, les victimes, les témoins. Les témoins. Oui, les témoins. Il y a la population qui voit là. Oui. Nous faisons beaucoup d'entretiens, nous faisons beaucoup d'interviews, nous faisons beaucoup d'émissions discrètes, que ce soit à Lubunga, que ce soit au Pala, que ce soit à Ubundu, pour avoir ces 3 éléments-là. L'identité des assaillants. Les assaillants sont qui? Qui mènent ces actions? Qui souffrent de ces actions? Qui sont les victimes? Et qui sont les témoins? Les gens qui peuvent témoigner en justice. Oui. Que j'ai vu, on a tué autant, il y avait ceci. Nous essayons de mettre tout ça. L'historique du conflit, comment le conflit a commencé. Quels sont les complices? Les complices aux auteurs. C'est qui? Nous essayons de documenter. Voilà le travail que nous faisons. Alors, ce que nous faisons aussi, c'est les plaidoyers auprès des autorités. Pour qu'on fait les plaidoyers auprès du gouvernement provincial, pour que le gouvernement provincial s'implique à trouver une solution. C'est comme ça que vous avez entendu parler de l'atelier qui a eu lieu du 27 au 29 mai à l'hôtel Le Triangle. Nous-mêmes, on a été là pour aider les 2 leaders de communauté à parler. Là, on a réuni les leaders d'Opala, de Bambole,
On a réuni aussi les leaders de Balengola, on était avec eux et on les a mis ensemble. On leur a dit d'abord les conséquences des actes que leurs communautés sont en train de poser, la gravité, la dangerosité de ces actes-là, que ce sont des actes qui doivent être poursuivis. Nous étions là aussi avec les autorités provinciales, Oui, mais avec les autorités de la justice. Mais d'abord, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à la rencontre? Est-ce que pour mettre fin à cela? Ils ont été contents. Ils ont dit d'abord qu'ils doivent savoir, il faut identifier les causes de ces conflits. Pourquoi les gens sont en train de se battre? Parfois les gens se battent puisqu'il y a une mauvaise information, puisqu'ils ne sont pas suffisamment informés de ce qui se passe. Donc ils ont dit qu'ils doivent d'abord identifier les causes des conflits. Ensuite, les acteurs du conflit qui sont en train de mener les opérations. Puisque certains leaders ne connaissent pas encore ceux qui mènent les opérations. Alors on devait savoir ceux qui mènent les opérations. Ensuite, les conséquences de ces opérations sur la population, sur leur population. Et enfin, leur dire aussi ce qu'on leur a dit, la justice et la paix marchent de pair. Bien sûr, nous voulons que vous fassiez la paix, mais bien sûr aussi nous voulons que la justice fasse son travail. Pour les gens qui ont tué, il ne peut pas y avoir l'impunité. Pour les gens qui ont violé, il ne peut pas avoir l'impunité. Ils doivent être traduits en justice et jugés. Et si toutes les preuves sont réunies, être condamnés durement pour les faits qu'ils ont posés. Alors, nous sommes d'abord à la phase de la pacification. Donc, le message a atteint les leaders. Les leaders des deux communautés ont fait des déclarations d'engagement pour qu'il y ait la prochaine table ronde, puisque là c'était un atelier. On les a outillés en technique de négociation. Donc c'est vous des droits humains qui avez organisé cela? Non, nous les droits humains, nous avons été... Ceux qui ont organisé et financé la réunion, c'est la MONUSCO. La MONUSCO Affaires politiques et la MONUSCO Droits de l'homme. Exactement. Mais ils ont recouru à nous, des acteurs de droits de l'homme, pour aider les deux communautés à avoir les outils nécessaires pour résoudre d'abord leurs problèmes et ensuite aussi pour savoir que les actes qui se commettent là sont poursuivables en droit. En tout cas, M. Senga, ça tombe bien le sujet du jour, parce que c'est vraiment à la une. Est-ce que ce n'est pas tard en faisant cela? Parce que jusqu'ici, on continue la rive droite du fleuve Congo, commune Makiso, tel que vous avez dit, et d'autres communes reçoivent des déplacés, trop de déplacés, beaucoup de déplacés, des gens, des enfants, et la situation des enfants qui viennent et tout qu'on sort, bon, on ne sait pas. Est-ce que en menant cela, ce n'est pas tard, et puis ce n'est pas aussi chaud, vous n'avez pas une vitesse pour aller vers la paix? Il n'est jamais tard de faire du bien. On dit comme ça, il n'est jamais tard de faire du bien. Le conflit a commencé depuis novembre 2022. Mais ça n'a pas atteint la même ampleur qu'aujourd'hui. Donc c'est en train de progresser. Ce qui est vrai, c'est que la société civile, via nos collègues qui sont là et nos collègues maîtres héritiers, qui sont là, qui fait un grand travail là, un travail d'alerte. Il nous a alerté, il a alerté. Nous saluons vraiment. Ouais, il a alerté tout le monde, les autorités. Et nous, on a relayé ce message d'alerte de Saouti à Lubunga à travers le brave jeune héritier Isomela, à travers nos autorités provinciales, nationales et internationales. Qu'il se passe un grave problème à Lubunga, qu'il se passe un problème sérieux entre les communautés Mbol et Lengola. Dismas, malgré les minutes, parce que ça nous reste pour moi 12 minutes de question. C'est vraiment intéressant. Est-ce que ceux qui commettent, je devrais déjà vous poser la question sur la protection des déplacés, mais ça va venir après. Mais ceux qui commettent les crimes, jusqu'à maintenant, est-ce qu'à un moment, ils peuvent atteindre la CPI? Ou bien ils vont se limiter au niveau des prisons provinciales, au niveau national? Il y a risque qu'ils atteignent la CPI. Mais pour atteindre la CPI, il faut d'abord la justice congolaise. Nécessairement. Donc, la justice congolaise a commencé le travail. Il y avait déjà, il y a à peu près 30 personnes qui ont été condamnées. Les deux communautés, oui, qui ont été arrêtées, jugées ici à l'auditorat militaire. Ils ont été 12 personnes ont été acquittées. 13 personnes ont été acquittées.
où ils ont été reconnus innocents. Oui. On les a libérés. Il y en a qui ont été reconnus coupables. Je vous ai parlé des 30 qui sont après la prison centrale. Voilà. Donc la justice est en train déjà de faire son travail. La justice congolaise. Mais pour que la justice internationale à ces pays arrive, il y a déjà la lettre du président Kabila de mois de mai 2004. Le président Kabila écrivait à la Cour pénale internationale, ce qu'on appelle en droit la saisine de la Cour. Le président Kabila a saisi en 2004. En 2004. Il a saisi la Cour pénale internationale. Il a dit quoi dans sa lettre? Que à l'heure actuelle, la justice congolaise n'est pas en mesure, n'est pas capable de poursuivre les crimes là qui se commettaient en Ituri et un peu ailleurs, qu'on a appelé les crimes internationaux. Alors il a saisi le procureur de la Cour en lui disant que nous n'avons pas la capacité ni les moyens. Deux termes, la capacité et les moyens pour poursuivre ces crimes. C'est pour cela qu'il a dit, j'ai déféré à la Cour pénale internationale toute la situation de la République démocratique du Congo. Il n'a pas déféré seulement le cas de l'Ituri à l'époque, où les milices sont en train de se battre, milice Emma, milice Lendu. Mais il a dit tous les cas de la République. Cette lettre-là a déclenché le fait que la CPI devait intervenir au Congo. La CPI devait intervenir au Congo par le fait que le Congo a accepté le statut de Rome. Oui. Alors la CPI est compétente pour quel crime? Crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide et crime d'agression. D'agression, c'est-à-dire un État qui agresse un autre État. Alors on peut le juger. Mais le Rwanda, je vous vois, puisque vous êtes trop intéressé par ce cas, le Rwanda n'a pas ratifié le statut de Rome. Le Rwanda a refusé. Mais même si le Rwanda a refusé, mais si le Rwanda, l'armée rwandaise, commet les crimes sur le territoire de la RDC, ces soldats-là seront poursuivis. Même si leur pays n'a pas ratifié le statut de Rome. Comment les attraper pendant que les Rwandais mais la communauté internationale a tous les moyens de rattraper les gens. Ça sera aussi. Bon, c'est toujours ça. La justice internationale intervient un peu tard. Mais ce n'est pas trop tard, puisqu'il y aura toujours des survivants. Oui. Alors bref, ce qui se passe à Lubunga intéresse la Cour pénale internationale. Et surtout, les crimes internationaux, les génocides, crimes contre l'humanité. Là, on ne peut pas parler des crimes de guerre. On ne peut pas parler des crimes de guerre. Mais on peut parler seulement des génocides ou crimes contre l'humanité. C'était notre sujet. Voilà, merci beaucoup. Voilà, alors, comment sont protégés les déplacés au niveau des différents sites ici, comme Tsangani et d'autres? La protection, est-ce que vous, en tant qu'activiste des droits humains, est-ce que vous voyez l'évolution? Oui, nous sommes en train de suivre la situation des déplacés. Ils sont dans les camps. Et les camps où ils se trouvent, ce sont des camps qu'on appelle des camps de fortune. Ce n'est pas des camps qui sont construits par l'État, qui sont érigés par l'État. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent en masse dans un endroit et automatiquement ils construisent des tentes pour s'abriter pendant quelques temps. Ce n'est pas des camps qui sont construits suivant les normes du droit international humanitaire. Puisqu'il y a des normes du droit international humanitaire pour ériger un camp de déplacés ou un camp de réfugiés. Et qui doit les faire? C'est les institutions humanitaires telles que les HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, telles que OCHA, l'Organisation des Nations Unies pour l'aide humanitaire. Bon voilà, ce sont des camps de fortune, des camps de hasard. Ils sont arrivés par hasard et ils doivent se protéger. Alors là, ce n'est pas des camps qui sont construits suivant des normes. C'est-à-dire qu'ils sont à l'abri des intempéries. La pluie, la chaleur, ça tombe. Ils sont exposés à tout. Ils sont exposés à toutes ces intempéries, donc au risque de maladies. Les enfants et ceux qui sont nombreux là-bas, dans ces camps, sont les femmes et les enfants. Puisque les hommes ont fui, mais ils n'ont pas fui nombreux comme les femmes, puisque les hommes ont dit, bon, ok, les femmes et les enfants sont des êtres vulnérables, vous allez-y d'abord. Nous, on peut se réfugier même dans la forêt.
Voilà, donc beaucoup de ceux qui sont dans les camps sont des femmes et des enfants. Alors qu'ils sont dans une situation précaire, de précarité, de manque de protection suffisante. Alors, quand ils sont arrivés là, les autorités quand même n'ont pas croisé les bras. Les autorités sont allées le voir, les autorités ont essayé de les identifier, de les dénombrer, ils sont au nombre de combien de femmes, et les organisations humanitaires, y compris les organisations de droits humains. Nous sommes arrivés là-bas pour faire aussi nos décomptes. Mais les décomptes les plus sérieux, puisque ce sont les autorités qui ont accès à se déplacer, sont des décomptes faits par des autorités. Donc les autorités ont les nombres et les sites où ils se trouvent, les sites de déplacés. Les sites là sont dans quel endroit? Les sites, nous avons à peu près trois sites. Commune Kisangani, lycée du côté de Simisimi, et il y a un autre site qui est encore vers commune Kisangani, il y a deux sites. Il y a deux sites plus là, il y a trois sites. Mais à force, au fur et à mesure les gens viennent, ils peuvent créer aussi un autre site. Donc voilà, donc ils ne sont pas suffisamment protégés, ils sont à l'abri des intempéries, des maladies, et puis ils ne sont pas à l'heure actuelle bien assistés. Donc il n'y a pas encore un organisme international du genre ACER, du genre Nations Unies, OCHA, PAM qui viennent les assister. Ils sont dans les besoins nombreux. Ils doivent avoir à manger, ils doivent avoir les médicaments, il leur faut des matelas, il leur faut des repas, il leur faut des médicaments. Voilà, donc tout ça, il manque de ça. Il faut bien organiser leur camp de déplacement. Voilà, notre exigence, la province de la Tchopo face à l'insécurité. Ici, nous avions prévu l'insécurité sur le plan à tous les niveaux, niveau provincial, niveau national, même niveau international. Mais sur le plan international, nous avons visé le conflit Israël-Hamas. Il y a Russie, Ukraine, pour que vous puissiez faire une fiche résumée, et RDC Rwanda. Mais par rapport au temps, ça ne nous permet pas. Je crois que nous allons retirer cela. Bon. Allez-y. Je voulais dire un peu des choses très rapidement sur le conflit Israël-Hamas, qui est là vraiment des crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, et même les génocides peuvent être appliqués. Et la Cour pénale internationale s'est dit déjà compétente. Pourquoi? Puisque la Palestine, bien que n'étant pas encore un pays reconnu, mais la Palestine, l'État de la Palestine avait accepté la compétence de la Cour pénale, et la Cour pénale, à travers son procureur, le procureur de la Cour pénale internationale, a demandé au juge l'autorisation d'avoir le mandat, et des mandats qui doivent être décernés contre les autorités égyptiennes et israéliennes, les autorités israéliennes et les autorités d'Hamas. Donc voilà, sur le plan du droit, les crimes qui se commettent là sont les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Pour les crimes de la Russie également, Russie contre l'Ukraine, déjà le procureur de la Cour pénale internationale s'est dit aussi intéressé, en train de faire déjà des enquêtes. Il a ouvert des enquêtes en Ukraine, il a ouvert des enquêtes en Palestine, à Gaza particulièrement, là où les crimes, et il est en train de mettre mal à l'aise les autorités israéliennes, qui ont réagi en disant qu'ils ne vont pas reconnaître, ainsi de suite. Donc voilà. Le mandat d'arrêt de la CPI, il a sollicité le premier ministre Benjamin Netanyahu. Oui, il a demandé ça, il n'a pas encore obtenu, puisque le procureur de la Cour des juges. Il a demandé au juge de la Cour pénale internationale de lui donner le mandat, pour qu'une fois qu'il a le mandat, il commence maintenant à poursuivre. À poursuivre. Il n'a pas encore cette autorisation. Il n'a pas l'autorisation de sortir le mandat. Pour le camp de la RDC Rwanda, la CPI. Pour la RDC, la CPI est compétente pour la RDC. La CPI n'est pas compétente pour le Rwanda. Mais il existe déjà, la CPI n'avait pas encore sorti un mandat contre Nkunda, mais la CPI est en train d'enquêter. Et le procureur qui était venu ici, il est déjà venu 2 fois. Le procureur de la Cour pénale, M. Khan, a dit qu'il mène des enquêtes sur ce qui se passe là-bas au Nord Kivu, en Ituri. M. Senga,
Bon, ce n'est qu'une partie remise parce que nous trouvons que nous sommes déjà presque à la fin. Votre conclusion par rapport à la paix dans la commune de Lubunga? Donc la paix, votre proposition de la paix, c'est que les autorités au niveau national doivent s'impliquer pour remettre la paix. Les deux communautés doivent faire aussi la paix. Puisque aujourd'hui, le développement de Lubunga, le développement des territoires d'Opala et d'Ubundu est freiné. C'est freiné. Il s'est freiné puisque nous voyons les conséquences sur le plan économique. Nous voyons la circulation des personnes, des biens qui n'est plus là. Donc, troisièmement, les autres communautés qui vivent à Kisangani doivent aussi s'impliquer aux côtés des autorités, aux côtés des victimes pour remettre la paix là. Puisque la paix et la justice doivent aller de mèche, doivent aller de pair. Mais aussi, sans paix, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement. Donc, si les gens se battent tout le temps, ils doivent savoir qu'ils sont en train de détruire tout. Ils détruisent leur environnement. Merci, et puis, il y aura aussi le sous-développement qui va aggraver leur situation. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'émission Vie et Société. Et ce n'est pas la dernière fois. Non plus. En tout cas, merci d'avoir répondu à la technique. Nous avions travaillé avec Papi ici pour le dimanche prochain. Donc le dimanche prochain pour un autre numéro. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est ça. Émission très intéressante. Il y a une kabisa quotidien. Angalia, funga kwa pale. Mais aussi effacé. Aussi effacé. Pas les tours.